Vous en parliez déjà avant Noël. Bon, il y a deux agents d'Enedis qui ont été placés en garde à vue. Est-ce que la CGT donne ses consignes de couper le courant ? La CGT et le secrétaire général que je suis soutient tous ces mouvements, que ça soit clair. Et il n'y a pas, vous avez peut-être vu des images de l'accueil très chaleureux que j'ai eu hier parmi les grévistes de Gravelines, donc il n'y a pas de problème entre la base et le secrétaire général. La question qui est posée aujourd'hui, c'est il est où le problème ? Il est où le problème ? C'est que depuis maintenant près de 2 ans et demi, le gouvernement nous explique qu'il présente un projet simple et juste. Et depuis 2 ans et demi, non seulement l'opinion publique ne s'est pas renversée, comme certains aimeraient le dire, mais elle s'est renforcée. Personne ne comprend rien à cette réforme. Ou si ce n'est qu'on va travailler plus longtemps, 43 ans ou plus. C'est ça la justice. On va revenir sur la réforme. Oui, non, mais j'aimerais bien, parce que le vrai problème, c'est ça. Pourquoi il y a des grèves ? Pourquoi il y a des actions ? C'est parce qu'on est face à une injustice que tout le monde a compris. Et donc, la responsabilité, et j'insiste là-dessus, c'est celle du gouvernement qui nous a présenté qui va nous présenter un projet de loi que personne ne comprend, personne, et où tout le monde, par contre, où tout le monde mesure qu'on va travailler plus longtemps. Au-delà de 64 ans. Au-delà de 64 ans. On va revenir sur le fond, mais sur l'action et sur ces coupures d'électricité qui font beaucoup parler. Pour vous, il n'y a rien de répréhensible. Vous encouragez à continuer ces coupures d'électricité ? Mais quand on n'est pas écouté au bout, eh bien, on passe à d'autres formes d'action. Mais la base, c'est des grévistes qui sont en grève dans les ports, dans l'énergie, à la SNCF, à la RATP, dans beaucoup d'entreprises du privé, et qui disent, eh bien, on est en grève, et donc... Donc vous dites tous les moyens sont bons, y compris ces coupures, et y compris d'autres moyens ? Les coupures, je vous ai dit, les coupures, c'est dans la suite logique de ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Mais je voudrais insister aussi, parce que quand il y a aussi des actions qui favorisent le passage en heure creuse, sur le prix de l'énergie, on en parle moins. Je ne sais pas si le Premier ministre s'est exprimé hier au Sénat sur cette question. On favorise aussi ces actions qui consistent à rétablir le courant à des citoyens qui ne sont pas victimes de coupures des grévistes, mais victimes d'opérateurs publics comme EDF, mais surtout privés, qui disent « vous ne pouvez plus payer ». On vous coupe le courant parce que vous avez dépassé votre seuil. Vous savez combien il y a de coupures de ce type dans l'année 25% des citoyens. 25% sont coupés, pas par les grévistes, par les opérateurs. Et puis, il y a aussi le sens des responsabilités de ces agents du service public. Parce que contrairement à ce que dit le Premier ministre, ils ont le sens du service public. Eh bien, dans les Pyrénées-Orientales, les grévistes qui sont en charge de maintenir le courant, eh bien, ils suspendent leur grève pour aller aider les citoyens. C'est ça, 20 000 foyers sont c'est ça le sens des responsabilités, c'est ça la conscience du service public. Juste sur ces coupures d'électricité, vous parliez du Premier ministre qui a réagi. On a demandé hier à Elisabeth Borne, lors des questions d'actualité au gouvernement, de réagir à votre phrase. Vous dites que ce n'est pas de la délinquance. Alexandre Poussard a demandé sa réaction à Elisabeth Borne. On va l'écouter, on vous fait réagir juste après. Écoutez, moi je lis la loi qui effectivement condamne ces coupures. Donc quand on ne respecte pas la loi, on s'expose à des poursuites. Donc ce sont des propos irresponsables de la part de Philippe Martinez ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des cadres légaux pour exprimer ses désaccords. On peut exprimer son opinion dans les médias, son opinion au moment des élections, ses désaccords en manifestant, en faisant grève. Ensuite, quand on se place dans l'illégalité, d'abord, en l'occurrence, c'est dangereux. Je rappelle qu'on a par exemple beaucoup de nos concitoyens maintenant qui peuvent avoir une assistance respiratoire à domicile, qu'il y a des coupures qui interviennent dans des transports publics. Donc on peut effectivement mettre des usagers en difficulté. Donc c'est des actes graves et illégaux. Et dans ce cas-là, ça fait l'objet de poursuites. Philippe Martinez, que répondez-vous à Elisabeth Borne ? Ça, c'est exactement la position du gouvernement qui, plutôt que d'écouter ce qui se passe dans le pays, autour d'un problème qui est leur projet, jette de l'huile sur le feu. Et en rajoute d'ailleurs. Par exemple, dans les Landes, un député La République En Marche a accusé les grévistes d'avoir coupé l'électricité dans l'hôpital. Il y a eu des démentis de tout le monde, mais lui, il n'a pas retiré ses propos. Tout le monde sait que quand il y a des assistances respiratoires, il y a des solutions
de ceux qui les utilisent pour pallier à des coupures de courant, parce qu'il y a aussi des coupures de courant, je vous l'ai dit, en dehors des grèves. Donc tout est prévu. Donc il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Le problème... Et pour vous, le gouvernement jette de l'huile sur le feu? Évidemment. Alors, Philippe Martinez, il y a eu un groupe de militants de la CGT qui a fait intrusion dans les locaux de la CFDT. C'est tendu. Est-ce que vous avez condamné, vous, à titre personnel ou au nom de la CGT, cette intrusion? J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Il y a eu un communiqué de la CGT. Donc moi, j'aimerais que maintenant qu'on parle de la raison de cette colère sociale. Non, mais vous vous êtes exprimé, mais qu'on comprenne bien, vous êtes exprimé à titre personnel ou la CGT, c'est la CGT, le syndicat qui condamne cette action? Il y a eu un communiqué de la CGT, vous l'avez lu, vous pouvez le relire si vous voulez, et je me suis exprimé, et je suis le secrétaire général de la CGT. Par contre, j'insiste, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les raisons de cette colère. Mais juste, est-ce que les personnes qui ont fait ça au siège de la CFDT, elles ont encore leur place à la CGT, puisque vous condamnez? Je ne sais pas qui c'est. Et vous le savez, vous? Non, mais si vous le savez, vous allez les exclure. Je ne sais pas qui c'est. Vous allez les exclure? Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez appelé Laurent Berger? Mais vous le savez, il l'a dit, je crois, sur il a dit sur notre antenne. Pourquoi revenir sur des choses que vous savez? Non, il a dit sur notre antenne, mais il a dit aussi qu'il allait porter plainte contre X, puisque lui non plus ne sait pas qui c'est. Est-ce que vous pourriez vous associer à cette plainte? Mais nous, on porte plainte quand il se passe des choses dans les locaux, contre les locaux de la CGT. Et vous le savez peut-être pas, mais nous sommes aussi victimes de menaces. Est-ce que vous avez reçu, vous, à titre personnel, des menaces? Bien sûr. Même si de quelle nature? On reçoit plus de soutien, de solidarité, notamment avec les caisses de solidarité. Je reçois aussi des lettres d'insultes, des lettres racistes, parce que ce climat malsain, il entraîne toutes les dérives, du style « sale espagnol, retourne dans ton pays ». Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont insupportables. J'ai reçu une lettre où il y avait un pétard dedans en me disant « on va te faire sauter ». Voilà. Mais ça fait partie de ce climat malsain. Et je pense que tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu, comme ce député du Nord de La République En Marche, qui, lors des célébrations des assassinats de Charlie, compare les actions syndicales à du terrorisme, vous voyez ça, j'ai pas entendu le Premier ministre, j'ai pas entendu Madame Borne dire que c'était scandaleux de tenir ces propos. Est-ce que vous êtes débordé aujourd'hui par votre base ? Franchement, j'aimerais bien qu'on parle de la réforme. On va en parler de la réforme, mais c'est vrai que la question se pose. Mais elle se pose par qui? Où vous avez vu, moi je circule. On la pose, on a l'impression que les actions sont de plus en plus... Je vous l'ai dit, je circule très librement. Regardez les images il y avait 400 personnes hier à Gravelines devant une centrale nucléaire. Il y a des actions que vous condamnez, clairement, vous le dites. Est-ce que vous n'êtes pas débordé? Regardez comment j'ai aperçu et je me dépasse librement, je rencontre les militants librement. Il y a des débats dans la CGT, mais comme dans toute organisation démocratique, vous voyez, c'est pas une armée, la CGT, on discute, mais on est tous mobilisés contre un projet de loi injuste et pas simple du tout. Allez, on va parler de la réforme. On a bien compris la mobilisation sur la forme. Sur le fond, le texte arrive demain en Conseil des ministres. Il arrive à l'Assemblée nationale le 3 février pour un examen en commission. Sur le fond, de quelle manière vous allez peser durant ces débats parlementaires? Mais nous allons... pas que sur les débats parlementaires. Nous, on veut qu'on nous explique en quoi cette réforme est simple. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète? Alors, il y a eu une ministre, parce qu'il faut les écouter tous pour avoir à peu près une idée de ce qu'ils disent, qui nous dit c'est simple, il va falloir travailler 43 ans. Donc vous voyez que 43 ans pour des jeunes qui sortent de l'université, par exemple, à 24 ans, plus 43, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait 67 ans. C'est-à-dire qu'on va travailler plus longtemps. On a changé, pour des histoires de forme, l'âge pivot en âge d'équilibre, mais le fond du fond, c'est qu'on va travailler plus longtemps. On ne nous dit pas combien il faudra de points pour faire une carrière complète. Vous le savez, vous? Pourtant, vous êtes journaliste. Vous êtes, on attend le texte. Pardon? On attend le texte. D'accord, mais pour l'instant, on nous a dit que c'était simple. Quelle sera la valeur du point? Vous le savez, vous? Voilà. C'est quand même ennuyeux que même vous... Nous, on peut nous dire qu'on est contre tout, on ne comprend rien, mais même vous qui êtes intelligent, eh bien, vous n'êtes... C'est vous qui avez été consulté, c'est vous qui rencontrez le gouvernement. Vous lisez, vous interviewez des ministres, me semble-t-il. Posez-leur la question. Donc, une réforme pas simple du tout. Injuste, parce que quand on prend l'ensemble de la carrière
vous voyez, pour déterminer le niveau des pensions. Évidemment, ça va baisser le niveau des pensions, parce que nous ce que nous proposons, parce que nous avons des propositions, c'est les 10 meilleures années. Vous savez bien que quand on prend les 10 meilleures années, forcément, on élimine les années difficiles qui peuvent être de la précarité, du chômage. Justement, c'est simple à comprendre ce qu'on propose. Est-ce que le fait qu'on ne connaisse pas tout sur ce texte et qu'on ne connaisse pas la valeur du point, finalement, c'est pas une bonne nouvelle pour les syndicats? Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour le dialogue, pour la discussion, que tout n'est pas figé. Ça fait 2 ans et demi qu'on me dit ça. Que le Premier ministre dit, mais on discute. Ça fait 2 ans et demi qu'on pose les mêmes questions et qu'on n'a toujours pas de réponse. Et pourtant, c'est simple. Et qu'est-ce que vous auriez dit si demain tout était figé dans le texte et s'il n'y avait plus de marge de manœuvre? Mais vous ne croyez pas qu'en 2 ans et demi, par exemple, sur la pénibilité, on nous dit « Ah, mais on verra ça plus tard ». C'est-à-dire que les députés et les sénateurs vont discuter d'un texte incomplet. On a déjà vu ça sous la 5e République. On peut l'améliorer, on peut amender, mais il y a des trous entiers dans ce texte. Vous savez expliquer comment ça va se passer, la pénibilité? Alors justement, sur la carrière longue, vous savez expliquer? Sur l'emploi des seniors, vous savez expliquer? C'est-à-dire que c'est un texte de loi où il y a des trous complets sur des questions dont le gouvernement nous dit depuis 2 ans et demi, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Vous avez des négociations, des discussions en tout cas actuellement avec la ministre du Travail sur la pénibilité, l'emploi des seniors. Je vous donne l'issue de ces discussions, parce que négociation, il n'y en a pas. L'issue de ces discussions, c'est on verra après. Mais vous inquiétez pas. Elle ne vous dit rien, Muriel Pénicaud, pendant ces discussions, rien? Si elle nous disait quelque chose, vous le sauriez, parce que vous avez remarqué qu'elle communique d'abord à la presse, vous voyez, avant de communiquer sur le chiffrage de cette réforme. Il y a des bribes, j'ai vu que certains journalistes avaient récupéré quelques feuillets. Combien ça coûte? Où on va prendre l'argent pour financer ces choses-là? Alors vous le dites, Philippe Martinez, on va devoir travailler plus longtemps. Alors non, c'est le Premier ministre qui le dit. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais vous le dites, on devrait travailler plus longtemps dans le cadre de ce texte. Sur 2 sujets essentiels, fin de carrière et pénibilité, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous avez proposé? Alors, qu'est-ce que vous rappelez-nous ce que vous proposez? Nous proposons premièrement de réintégrer les 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés dès l'arrivée de ce gouvernement, notamment les charges lourdes, les produits dangereux, etc. Et puis d'en rajouter, parce que moi je pense Lesquels? La question du stress au travail. On sort d'un procès France Télécom où vous avez vu les dégâts que font les réorganisations d'entreprises. Comment ça s'est pris en compte? Et puis nous proposons qu'on ait une vraie réflexion sur le travail. Pourquoi de plus en plus de salariés, quelles que soient les professions, qui aiment leur travail, qui sont attachés à leur travail, se sentent mal au travail? Mais ça mérite qu'on ait une réflexion là-dessus. Donc voilà des sujets sur lesquels on nous dit mais non, mais vous inquiétez pas, on va y penser, on va voir. Sur l'emploi des seniors, il y a eu un rapport de fait très rapidement par la patronne d'un très grand groupe de restauration, donc elle a du parti pris. Nous nous disons pourquoi dans les grands groupes, notamment dans les plus grands groupes, pas dans les PME, il y a des plans de départ volontaires, on les appelle comme ça, où les premiers visés, c'est les plus de 55 ans. Faisons un bilan. Pourquoi on les vire? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour faire des économies. Parce que tout le monde sait qu'à 55, 56 ans, on est un peu mieux payé qu'en début de carrière. Parce qu'on veut casser les cultures d'entreprise. Et ça a des conséquences. Donc pourquoi nous faire travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans, alors que 1 sur 2 aujourd'hui n'a plus d'emploi après 55 ans? Voilà des questions que nous posons, et nous proposons de les maintenir au boulot, à condition que, évidemment, l'intérêt pour le travail soit toujours là. Et puis, ça fait des cotisations en plus, parce que vous le savez, quand on touche son salaire, il y a des colonnes à côté qui s'appellent cotisations sociales, salariés employeurs, qui financent la sécurité sociale et les retraites. Alors, vous voyez, nos explications, elles sont simples, elles sont claires, tout le monde comprend. On a le droit de ne pas être d'accord, mais nous, ce qu'on dit, c'est compréhensible. Par contre, au niveau du gouvernement, j'allais dire, comme on dit un peu trivialement, il faut ramer pour comprendre ce qu'ils disent. C'est ce qui a manqué à cette réforme, la clarté, l'intelligibilité? Mais c'est pas la clarté. C'est que quand on ne veut pas dire les choses, on tourne autour du pot. Ouais, c'est populaire, ça. C'est comme ça que le perçoivent moi, tous ceux que je croise. Et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dire? Ils ne veulent pas dire qu'on va travailler beaucoup plus longtemps et qu'on va diminuer les pensions. Parce que pour avoir une carrière complète avec une pension digne de ce nom, même pour les fameux 1 000 € dont il parle, il faudra avoir une carrière complète. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète?
Alors justement, cette question du financement, de combien ça va coûter, ça sera discuté lors d'une conférence de financement. On n'a pas la date, vous l'avez ? On n'a rien du tout. Mais je dois rencontrer le monsieur qui va s'en occuper lundi prochain. J'espère qu'il m'amènera des explications. Est-ce que vous irez à cette conférence de financement ? On est en train d'en discuter en interne à la CGT, parce que je vous le dis, c'est démocratique. Chez nous, on prend les décisions collectivement. Sauf que nous avons dit, vous voyez, ça c'est aussi j'entendais le Premier ministre dire on est honnête, on a des discussions franches. La CGT, j'étais dans la délégation, rencontre le Premier ministre le vendredi, il y a 15 jours. Je lui dis, mais il faut tout mettre sur la table. Notre projet, votre projet, comment on finance. Il me dira, c'est une bonne idée. Je dis, on pourra même emmener des experts indépendants, évidemment des experts proches de nous qui ne sont pas à la CGT, mais qui ont les mêmes idées que nous. Il me dit, ça c'est une très bonne idée, je pense qu'on va faire ça. Le lendemain, on reçoit un courrier qui nous dit, pas question de parler de ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire des ressources financières pour la protection sociale en matière d'augmentation des salaires. Pas de hausse de cotisation et pas de baisse des pensions, mais ça, vous êtes plutôt d'accord ? Non, c'est pas hausse de cotisation, c'est hausse des salaires. Hausse des salaires, parce que je vous le redis, c'est bien de faire un peu d'information. Quand on augmente les salaires, ça augmente le pouvoir d'achat, mais en même temps, qu'est-ce que vous proposez ? Ça donne des cotisations. Mais donc, sur cette conférence de financement, pourquoi ne pas y aller ? Est-ce que je vous ai dit Non, mais pourquoi ne pas dire dès aujourd'hui, oui, on ira discuter, vous demander de la discussion. Je vous ai dit qu'on consulte nos organisations, on va voir le monsieur qui doit gérer on va voir quelle solution il propose et quelle méthode il propose, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on donne une mission à quelqu'un. Secrétaire d'État à la réforme des retraites. Non, c'est l'ancien président de la GIRC-Larco. L'ancien président de la GIRC-Larco qui va gérer cette conférence de financement. Je suis désolé qu'il ne m'en veuille pas, j'ai oublié son nom. Mais qu'on comprenne bien, vous dites vous discutez, on discute entre nous pour savoir si on va y aller ou pas. Qu'est-ce qui va vous décider à y aller ou pas ? Et pourquoi vous n'iriez pas ? Pourquoi mener la politique de la chaise vide sur cette conférence de financement ? Vous savez, restons simples. Je vous propose une réunion où je vous dis on peut parler de tout sauf de ça. Vous allez me dire c'est pas un vrai débat puisqu'il y a des sujets interdits. C'est ça qui nous fait réfléchir. Et puis c'est la mauvaise foi du Premier ministre. Puisque, je vous le répète, nous allons le voir, parce que nous allons discuter. On nous dit, c'est une bonne idée de pouvoir discuter de tout, et puis parce qu'on est vraiment projet contre projet. Vous voyez, c'est ça le débat démocratique. Et on nous dit oui le vendredi, et le lendemain on nous écrit pour nous dire pas question. Quelle est la loyauté du dialogue ? Quand on regarde ce conflit, on voit la CGT dans la rue. Oui, mais qui dit non. Pas que, mais qui dit non. Donc non. Et on a l'impression qu'on a deux CGT. Une CGT qui, sur les mouvements nationaux, est campée sur des principes et dit non à tout. Et puis une CGT qui, dans les entreprises, signe des accords. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? Premièrement, j'adore les caricatures, mais point trop n'en faut. La CGT, elle dit non à cette réforme, et vous avez compris que nous avons de nombreuses propositions. On peut en discuter, je peux vous expliquer encore sur des tas de sujets ce que nous proposons. Donc c'est non au projet du gouvernement, oui à l'amélioration du système actuel. Ça, c'est la première chose. Et puis les négociations, elles se font à tous les niveaux. Dans une entreprise, parce que peut-être que les sujets... par exemple, dans une entreprise privée, quand il y a une négociation sur l'augmentation des salaires, j'allais dire, le responsable, il est en face de vous. Donc parfois... Il suffit d'écrire un tract pour dire si vous ne lâchez pas des augmentations de salaire, on fait grève demain. En général, ça se règle tout de suite. Évidemment, face à un gouvernement intransigeant qui méprise le peuple, et pas que cette année, on se rappelle de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, eh bien, forcément, les gens disent ouais, mais ils sont loin de nous. Alors, il y a de la défiance vis-à-vis du politique, mais en même temps, le responsable du problème, il est très loin. Donc, il n'y a pas deux CGT. Mais il y a eu des scissions, mais c'était avant-hier, cher monsieur. Ça sera le mot de la fin, du coup. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Merci à vous. On arrive au bout du temps. Merci d'avoir été avec nous.